C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous trouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui connaissent un regain de stress après quelques jours d'apaisement et de soulagement depuis le début de la semaine. Le stress bancaire est reparti et notamment en Europe, après le maillon Crédit Suisse résolu la semaine dernière, les investisseurs sont à la recherche du nouveau maillon bancaire le plus faible en Europe et tous les yeux sont tournés depuis quelques heures vers Deutsche Bank, sans surprise, malgré une restructuration entamée à partir de 2019, qui a permis d'ailleurs à Deutsche Bank de renouer très largement avec les profits l'an dernier, puisque la banque a dégagé un bénéfice net de quasiment 6 milliards d'euros en 2022, qui fut sa meilleure année depuis près de 15 ans. Deutsche Bank est à nouveau sous le feu des projecteurs, avec une action qui a pas mal baissé, on l'a vu baisser de plus de 10% au cours de la séance, et puis un coût d'assurance contre le risque de défaut qui s'est envolé à plus de 200 points de base pour le CDS de Crédit Suisse. L'ensemble du secteur bancaire, évidemment, par contagion en Europe, est affecté par la situation de Deutsche Bank. Néanmoins, on constatera que cette fin de séance n'est pas pire que ce qu'on a pu connaître il y a quelques heures, puisque le titre Crédit Suisse le titre Deutsche Bank, perd moins de 10% cette fin de séance, et on voit des indices actions qui sont en train d'essayer de limiter un peu les pertes du jour, avec une baisse de 1,5% désormais pour les grands indices européens. Les infos clés de cette dernière séance de la semaine dans un instant avec Alix Nguyen. Stress bancaire en Europe et toujours une grande vigilance également sur la situation du secteur bancaire américain. 15 jours après le déclenchement de la crise des banques régionales dans le sillage du choc SVB, un chiffre qui résume la situation et qu'on expliquera d'ailleurs dans quelques instants, c'est la réaugmentation du bilan de la Réserve fédérale américaine depuis 2 semaines de 400 milliards de dollars. 300 milliards de plus sur la semaine du 8 au 15 mars, 100 milliards quasiment de plus sur la semaine du 15 au 22 mars. C'est bien sûr le reflet de la liquidité d'urgence que les banques les plus vulnérables sont venues chercher auprès des différents guichets qui ont été ouverts par la Réserve fédérale américaine pour accommoder cette situation bancaire. Nous y reviendrons largement avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure thématique, avec un focus sur cette remontée des risques dans l'univers du crédit. Ce sont les spécialistes de la dette émergente qui seront avec nous en plateau, en l'occurrence Michael Israël, le cofondateur d'Iveo Capital Partners, qui sera notre invité dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Mais d'abord, les infos clés de marché. Tendance, mon ami, avec vous, Alix Nguyen, chaque soir à 17h en direct. Et donc, cette dernière séance de la semaine vient effacer une partie du soulagement qu'on avait pu connaître sur les autres séances, avec une baisse attendue à l'arrivée pour le CAC 40. Et oui, c'est une nouvelle épreuve pour le secteur bancaire. Après SVB, Signature Bank, Crédit Suisse et First Republic, c'est désormais Deutsche Bank qui inquiète les marchés. À la bourse de Francfort, son titre chute, une chute dont l'effet se fait sentir sur l'ensemble des places européennes. À Paris, Société Générale et BNP Paribas tirent la bourse à la baisse. L'indice Stoxx 600 Banks connaît les plus lourdes pertes sectorielles. La réaction à l'unisson des banquiers centraux afin d'assurer la stabilité du système financier ne suffit pas à empêcher le doute de prendre ses quartiers. Difficile de savoir ce qui a déclenché ce nouveau vent de panique. Ce dont on a connaissance, c'est que ce matin, Deutsche Bank a annoncé le rachat prématuré d'une obligation appelée Additional Tier 2. Au sujet de la banque, le ministère allemand des Finances n'a pas souhaité se prononcer. Il a néanmoins réaffirmé que le système bancaire allemand est globalement stable et d'ajouter « Nous constatons même une grande résilience en Allemagne ». Dans ce contexte, les investisseurs, évidemment, cherchent les actifs les plus sûrs avec une collecte qui s'accélère justement sur les produits les plus sûrs. Selon Bank of America, au cours de la semaine passée, les fonds monétaires ont collecté plus de 140 milliards de dollars, soit un record depuis mars 2020. En un mois, plus de 300 milliards de dollars ont été versés sur ces fonds. Sur le marché obligataire, la chute des rendements souverains continue. Le taux français à 10 ans chute à son niveau le plus bas
depuis début février. Et puis enfin, du côté des matières premières, les prix du pétrole reculent. Et puis on reparle des banques suisses, Alix, avec la baisse du titre UBS aujourd'hui sous l'effet d'une enquête du département américain de la justice. Et oui, le Doge a ouvert une enquête sur UBS et Crédit Suisse. Selon une information Bloomberg, l'objectif est de déterminer si les banquiers des deux établissements ont aidé les oligarques russes à contourner les sanctions. À noter que les stratégistes de Citigroup réaffirment leur prévision d'une récession aux États-Unis au troisième trimestre 2023. Et puis au-delà du cas et des cas spécifiques du secteur bancaire, la question du levier en général est un point de vigilance majeur pour les investisseurs aujourd'hui. À ce titre, on notera la baisse du titre Casino aujourd'hui à Paris. Et ce, après avoir touché un nouveau plus bas absolu à moins de 5,8 €. Sa maison mère Rallye plonge. Cela fait suite à l'abaissement par Moody's de la note de Casino cumulée à une perspective négative. On termine avec l'agenda. Lundi prochain, Wall Street retrouvera ses traditionnels horaires et ouvrira à 15h30. Sur le plan des indicateurs, on se concentrera sur l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gustave Orenstein est avec nous, le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Delphine Dipidiotige d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Delphine. Bonsoir Grégoire. Vous êtes responsable monde de la ligne métier Asset Management d'Indosuez Wealth Management. Et à nos côtés également Axel Bott. Bonsoir Axel. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste global international d'Ostrom Asset Management. Axel, je voulais qu'on explique un petit peu ce chiffre de réaugmentation du bilan de la Fed. Sans doute le chiffre qu'on va suivre semaine après semaine désormais, puisque la Fed compile les données. Alors ça va du mercredi au mercredi, c'est publié le jeudi soir. Donc on a désormais une vue sur les 2 semaines de choc bancaire ou de crise bancaire aux États-Unis. Sur la semaine du 8 au 15 mars, on a vu le bilan regonflé de 300 milliards. Sur la semaine du 15 au 22 mars, on a vu le bilan gonflé de à nouveau quasiment 100 milliards, 400 milliards au total, qui résume un peu ces 2 semaines de stress bancaire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ce chiffre de 400 milliards de réaugmentation du bilan de la Fed ? Et est-ce que le fait d'être passé de 300 milliards il y a 15 jours à 100 milliards sur la semaine écoulée, est-ce que c'est le signe que le stress est peut-être en train de retomber un peu ? Le stress retombe un petit peu et il change un petit peu de nature aussi, parce que dans les différents éléments qui composent le bilan de la Fed et donc cette augmentation de 400 milliards, on a bien sûr toujours le tirage des liquidités pour le système bancaire au travers de la discount window. Donc on va examiner un petit peu tout le bilan de ces banques et ils ont octroyé de la liquidité à hauteur d'une valeur décotée des actifs. Il y a ce nouveau nouvel instrument qui prête sans décoter les valeurs, sans impacter des évolutions du marché, les avoirs en treasuries ou en MBS. Donc ça, on prête au pair. Donc ça donne un mécanisme de liquidité très important pour les banques. Et c'est quelque chose aussi qui, je pense, va être pérennisé, puisque c'est assez cohérent avec le fait qu'on n'exige pas de capital en face de ces achats de treasuries, ce qui n'était pas forcément le cas avant et qui a peut-être un peu contribué aux derniers jours d'SVB. Donc avec cette facilité, ils sont engagés à hauteur de 53 milliards. Et la nouveauté de cette semaine, c'est le recours par une institution étrangère à la facilité de repo qui est dédiée aux institutions étrangères. Ce qui veut dire que donc là, c'est différent des swipe lines, c'est-à-dire des échanges de liquidités entre grandes banques centrales. Donc là, probablement, c'est une banque émergente ou qui ne fait pas partie des plus grandes, c'est-à-dire BOJ, la Suisse, la BCE, la Banque d'Angleterre. Donc, quelqu'un, quelque part, a besoin de dollars, de 60 milliards de dollars quand même. Une banque centrale étrangère, hors banque centrale majeure, est allée sans doute chercher un peu de dollars aux États-Unis cette semaine. Oui, et on connaît le chiffre, c'est donc 60 milliards. Et j'imagine que ce n'est pas parmi les grandes, sinon ça se verrait dans le compte des swap lines. J'entends. Donc voilà, il y a quelque part peut-être aussi un besoin de dollars dans l'économie mondiale. C'est toujours la monnaie de règlement du commerce mondial, évidemment. C'est peut-être pour un débouclement de position d'une banque locale. J'imagine que
ces dollars-là peuvent être reprêtés aussi en local ensuite. Donc voilà, c'est peut-être la nouveauté, l'évolution du besoin de liquidité en dollars dans le monde au cours des 2 dernières semaines. Est-ce que ça veut dire que cette crise bancaire régionale américaine est en train de sortir des frontières des États-Unis ? Ça veut dire qu'il y a de toute façon un stress sur la liquidité en dollars et que forcément ça se transmet, on le voit sur ce qu'on appelle les bases cross-currency, donc sur les swaps de taux de change. On a vu qu'il y avait une petite tension sur le dollar. Donc le fait de détenir des dollars plutôt que des euros coûte un petit peu plus cher que ce qui serait induit par les écarts de taux à cause de ce stress sur le dollar. Donc la Fed avait mis ça en place en 2020 et c'est tout naturellement qu'il a été réactivé. De toute façon, c'est à l'initiative d'ailleurs de cette banque centrale étrangère ou de cette institution financière étrangère. Delphine, quel état des lieux vous dressez, quels enseignements vous retirez à ce stade après 15 jours effectivement de stress, de choc bancaire, de diffusion d'une crise de confiance peut-être dans le tissu des banques régionales américaines et des répercussions qu'on a pu déjà peut-être observer? Je dirais que ça fait un an maintenant, à peu près un an que la planète financière cherche un peu le maillon faible, et en se disant que du moment que les banques centrales ont commencé à shifter, à remonter les taux, et que l'inflation s'installe, et on savait que de toute façon, il y allait avoir des problèmes sur des pans de l'économie qui sont évidemment plus sensibles à cette remontée des taux. Là, on n'invente rien, tout le monde le savait et tout le monde scrutait le maillon faible. On monte les taux jusqu'à ce que quelque chose craque. Voilà. Nous rappelle l'adage des investisseurs oui. à travers les cycles de resserrement monétaire historiques. Oui, même si c'est pas recherché directement par la Banque centrale. Finalement. Non, mais c'est voilà, c'est exactement. Cette partie-là de l'histoire a l'air de se répéter généralement. Alors, ce qui est intéressant quand même dans l'histoire, c'est que SVB, c'était pas du tout attendu. C'est quand même la grande surprise parce que autant Crédit Suisse, autant Deutsche Bank, sont quand même des acteurs qui sont suivis parce qu'on connaît les faiblesses. Ce qui est aussi dans le collimateur, c'est évidemment tout ce qui est impacté, donc comme je le disais, par la remontée des taux. Donc les marchés qui sont largement leveragés, notamment je parle du secteur immobilier, là où c'est le plus impacté, ça peut être la Suède par exemple, ça va être pour l'Europe, ça va être des pays comme la Suède, ça va être comme l'Australie, plus le Canada, où il y a un endettement qui est fort et où cet endettement, en plus, il est plutôt en variable. Ce n'est pas le cas aux États-Unis aujourd'hui, où clairement, on a une sensibilité au taux qui n'est clairement très faible, puisqu'il y a 10% des Américains qui sont en taux variable sur cette partie-là. Enfin, très différent des subprimes. Complètement différent, puisqu'à l'époque, on était à plus de 30%. Donc, finalement, c'est pour ça que c'est la grosse surprise quand même vient même c'est pas lié au immobilier du tout pour SVB, mais c'était quand même une surprise. Maintenant, là, ce qui n'est pas une surprise, c'est sur les banques européennes, les acteurs qui sont aujourd'hui le plus impactés, parce que c'est des banques nordiques, parce que là on n'en parle pas, mais quand même les banques nordiques qui sont très impactées par la baisse, parce que le marché immobilier est très, les particuliers sont leveragés. Donc forcément, ça on le savait. Maintenant. Est-ce que... c'est quoi la suite ? C'est un peu la question, c'est quoi la suite ? Nous, on pense quand même qu'il y a des opportunités. On pense que ce qui se passe en ce moment n'est pas le déclencheur d'une récession instantanée. C'est un premier événement, c'est un premier tremblement de terre, en fait, secousse, avant peut-être... un ralentissement, mais qui ne devrait pas arriver maintenant. C'est pas le sudden stop, c'est pas la falaise là tout de suite demain. Non, donc nous, on est plutôt à se dire, là il y a des opportunités de marché, parce que les banques centrales, et on l'a vu, là on parlait justement de la taille du bilan, et notre conviction c'est que depuis le départ, c'est extrêmement compliqué pour les banques centrales de réduire le bilan. Ce qui pose des problèmes au marché, c'est pas la remontée des taux historiquement. C'est vraiment la diminution du bilan. La diminution du bilan, l'arrêt de la liquidité, c'est ça qui entraîne des problématiques et des baisses de marché. Donc là, l'enseignement probablement, c'est que, de là, on est des baisses de taux, nous on n'est pas convaincus sur la partie... j'entends, mais on va y venir, mais j'entends. Sur la partie QT, le fait de réduire la liquidité du marché de la Banque centrale, nous on pense que ça va s'affaiblir un petit peu. C'est-à-dire que les banques centrales vont être beaucoup moins agressives dans les prochaines semaines, mais au-delà, dans les prochains mois, voire cette année, globalement. On a déjà passé une bonne partie du QT, c'était 600 milliards de réduction de bilan depuis l'été dernier, on en a déjà remis 400. Exactement, mais est-ce qu'ils vont compenser
Probablement pas. Ils ne peuvent pas le faire. Déjà, c'était compliqué avant, là, ça va être encore plus compliqué. Donc, dans un environnement où il y a plus de liquidité, où probablement l'impact des taux, même là, si on a des premières secousses, mais bon, c'est vraiment lié à une crise de confiance, hein, surtout sur la partie européenne, et d'ailleurs ailleurs, parce qu'on reste sur la partie européenne, mais on a des acteurs aussi qui sont en difficulté dans des pays en dehors de l'Europe, dans les pays asiatiques. Mais au-delà de ça, cette répercussion de cette hausse de taux, en tout cas sur nous, sur l'économie, elle sera probablement pas cette année, mais reculée à l'année prochaine, voire même peut-être en 2025. Vous êtes en train de nous dire que ce qu'on vit là et les développements et les événements intenses sur le front bancaire, financier depuis 15 jours vont mettre du temps avant d'impacter réellement la macroéconomie américaine, mondiale, etc. Parce que, alors, à moins que vraiment, là, que les banques centrales, finalement, ne fassent pas leur travail et qu'on ait un événement clairement grave de faillite de banque qui soit systémique, là, pour le coup. Oui, ça, le monde change. Si on imagine que ça va quand même se régler et que, de toute façon, les banques centrales sont dans une collaboration pour pas que ça arrive. Donc, dans un environnement où on arrive un peu à colmater l'histoire de cette crise financière, qui est quand même une crise de confiance, hein, pour la plupart, aujourd'hui, il y a quand même deux facteurs qui boostent l'économie mondiale. C'est la réouverture de la Chine et c'est quand même l'économie américaine qui est extrêmement résiliente. Il y a 3 semaines, c'était trop chaud, hein. Il y a 3 semaines, Jérôme Powell nous disait il faudra peut-être qu'on refasse 50 et le taux terminal ce sera peut-être 6. C'était la surchauffe il y a 3 semaines. Hein. L'économie américaine va toujours bien et surtout la consommation américaine tient particulièrement bien aujourd'hui. Elle tient particulièrement parce que le consommateur américain aujourd'hui, eh bien, il est impacté forcément par l'inflation, mais il n'est pas encore suffisamment impacté pour infléchir sa consommation. J'entends. Bon, on va revenir sur cette partie de la discussion. Vos commentaires, Gustavo, sur la situation bancaire et sur la manière dont les banques centrales ont trouvé un nouvel équilibre pour à la fois ne pas capituler sur la lutte contre l'inflation, c'est ce que j'ai compris quand même des dernières décisions, puisque toutes les grandes banques centrales, depuis la réunion de la BCE la semaine dernière, en passant par la Fed cette semaine, la Banque d'Angleterre, la Norges Bank, la BNS, toutes ont délivré les hausses de taux qui étaient attendues. Beaucoup de prudence sur la suite, mais personne n'a dit que c'était la fin. Non, effectivement, il y a plusieurs choses. D'abord, sur les banques et le système bancaire, c'est vraiment un des secteurs de l'économie où il y a la porosité la plus importante entre banques, entre pays, entre zones géographiques. C'est pour ça que c'est là où ça se contamine le plus vite. Il y a ça, il y a le secteur manufacturier avec les chaînes. Ça, on l'a vécu, 2020, 2021, les chaînes de valeur, ces difficultés globales lorsqu'il y a un morceau de la chaîne de valeur des secteurs manufacturiers qui va mal. Ça impacte tout le monde. Les banques, c'est ça, mais encore plus fort. La porosité est très très forte, ce qui explique que ça se répartit généralement très très vite dans le monde entier, même s'il y a des différences très importantes entre les différentes régions. Et on rappelle aussi toujours la même chose, c'est que les banques, on en parlait, il y a un livre même qui s'appelle comme ça, les banques sont fragiles à dessein, je dirais même, elles sont par nature comme ça. On pourra réguler autant qu'on veut et on continuera à réguler de plus en plus, c'est plutôt parti comme ça. Mais forcément, la nature même de ce qu'elles font les rend toujours fragiles au run. C'est bank run. Le mot confiance a été effectivement, c'est vraiment que de la confiance. Et c'est pour ça que la réaction des autorités a été assez forte. Et ça, c'est la bonne nouvelle je pense de cette période. C'est que 2008 est déjà passé par là et que du coup, les réactions étaient très fortes, ce qui explique évidemment les fournitures de liquidités illustrées par la hausse des bilans, simplement, qui fournissent les liquidités nécessaires pour que les banques puissent faire face au retrait et à cette difficulté de circulation de la monnaie. Concernant la réaction des banques centrales, ce qu'elles essayent de faire aujourd'hui, c'est de mettre en avant le principe de séparation, cette idée qu'on peut, avec les taux d'intérêt, lutter contre l'inflation et avec les ratios prudentiels, la liquidité, d'autres soutiens, on peut aider le système bancaire. Donc l'idée qu'on peut faire les deux à la fois, c'était le message de Christine Lagarde et de Jérôme Powell. Bon, ça c'est sûrement vrai jusqu'à un certain point. Ouais. Et le point exact, on ne sait pas. Ça dépend vraiment, justement, comment la panique continue à avancer. Elle peut s'arrêter. Je sais que là, il y avait une réunion entre Yellen et d'autres autorités prudentielles aux États-Unis. Il va voir ce qu'ils vont communiquer. Parce qu'il s'agit simplement de rassurer. Les bank runs, on a tous vu le film Mary Poppins, vous savez. Quand l'enfant commence à vouloir récupérer son sou. Et son penny, le père dit non, et tout le monde entend non. La grande différence avec Mary Poppins, c'est que là, un bank run, c'est en 3 heures. C'est ça aussi. C'est-à-dire que vous parliez de la vitesse de réaction des banques centrales. Heureusement,
parce que la vitesse des bank runs, je ne sais pas par combien elle a été multipliée en 10 ans, mais là, c'est 40 milliards de sorties de dépôt pour SVB en quelques heures. Mais la régulation n'était peut-être pas adaptée sur la question de la liquidité. On a beaucoup travaillé sur la solvabilité, mais la question de la liquidité partait toujours du principe que les dépôts, c'est sticky. Enfin, ça ne part pas très vite. Il y a de la viscosité. C'est visqueux, voilà. C'est visqueux. C'est vrai que les gens ne font plus la queue à la banque, à aller récupérer l'argent. Sauf qu'on a tous des applis avec 2-3 banques, et puis il suffit juste de passer de l'une à l'autre, d'envoyer un ordre. Et quand on est comme SVB, une banque où c'est vraiment que du business, alors là, c'est directement 10, 15, 20 millions de dollars qui partent. Donc ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Effectivement, les réseaux sociaux, tout ça fait que la vitesse de déplacement des dépôts, qui pourtant était censée être ce qu'il y avait de plus visqueux, était plus forte que ce qu'on pensait. Et donc, dans le modèle de funding des banques, c'est aussi une question qui va se poser. Donc les banques sont parties pour plus de régulation. Et je dirais qu'aujourd'hui, on peut espérer qu'effectivement le côté panique s'arrête et que des faillites de banques, on n'en ait pas. En revanche, la rentabilité future des banques, c'est toujours une question très complexe. Parce que la régulation, etc., est plutôt là pour contraindre cette rentabilité. Sur le phénomène des dépôts, on en a beaucoup parlé cette semaine, parce que je comprends qu'il y a deux choses. Il y a le manque de confiance que certains Américains peuvent avoir aujourd'hui vis-à-vis de leur banque régionale. Là, Janet Yellen s'exprime tous les jours, elle ajuste un peu le tir, pas de garantie totale, mais une garantie au cas par cas, on en fera plus si nécessaire, etc. Mais j'ai le sentiment aussi qu'il y a la révélation que le déposant américain, avec cette crise, a regardé la rémunération de son compte de dépôt et a regardé ce que proposaient des produits monétaires une semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois aujourd'hui. Cet aspect-là, c'est pas un problème de confiance, c'est simplement un arbitrage tout à fait rationnel de l'homo economicus du déposant américain. Est-ce qu'une garantie supplémentaire sur les dépôts des États-Unis empêcherait ce phénomène de crise des dépôts pour les banques, qui donc implique un coût de financement, un coût de funding plus cher, une liquidité plus chère et un modèle de transformation traditionnel qui est plus du tout le même? Axel? Oui, alors mais je m'interroge sur le fait que, quand vous regardez par exemple l'encours des fonds monétaires aux États-Unis, il a été à peu près le même, à peu près constant pendant toute la durée de la hausse des taux. Donc cet arbitrage, s'il existe, il est très récent et plutôt consécutif à la faillite d'SVB en fait. Donc ça c'est quand même, ça m'interroge. On avait une énorme hausse de l'encours des fonds monétaires. Et d'ailleurs, en général, dans les 2 dernières récessions, c'est comme ça, c'est dans les baisses des taux que la fuite vers la liquidité et la sécurité gonfle les encours monétaires. Là, c'est un arbitrage donc, qui doit exister, effectivement, à la vitesse des applis qui sont maintenant disponibles. Et il va falloir un peu mieux appréhender ce risque. Ça peut être fait déjà à très court terme. Je pense que cette réunion que Janet Yellen a convoquée avec les principaux régulateurs et la Fed va aboutir au fait que, conditionnellement à une faillite bancaire, on garantit les dépôts à 100%. Ça, je pense que c'est acté. Je pense que ça va être acté assez rapidement. On ne peut pas, évidemment, garantir tous les dépôts tout le temps. On me disait, c'est 17 000 milliards de dépôts, et si on prend juste les dépôts non sécurisés au-delà de 250 000 dollars, c'est 7 000 milliards à peu près, c'est ça? 7 000 milliards, et puis après, où s'arrête la monnaie, c'est toujours un petit peu, est-ce qu'il y a un terme sur le dépôt que vous voulez assurer par un autre? On peut toujours discuter de ces choses-là, mais effectivement, c'est de la confiance distribuée, la banque, de façon inhérente, c'est quelque chose qui est fondamentalement fragile. Donc, on ne peut pas garantir l'intégralité des dépôts tout le temps. La seule façon de le faire, ce serait de dire que finalement, tout le monde ait la possibilité de faire un compte de dépôt à la Fed. Et là, à ce moment-là, vous voulez des dollars, on vous les fabrique. Mais voilà, peut-être que, je ne sais pas, on peut imaginer toute forme de solution, mais ça n'a pas l'air d'être à l'agenda aujourd'hui. Donc voilà, on a effectivement ces arbitrages. C'est peut-être une crise, c'est une crise du passif bancaire. Cette crise bancaire aux États-Unis, elle est très différente de 2008, parce que certains font des parallèles entre la faillite de New Century et SVB. Ça n'a rien à voir. C'était une crise où un prêteur subprime est submergé par une vague de défauts. Là, vous pouvez regarder tous les segments du crédit américain. Tout est au plus bas historique en termes de taux de défaut. Les cartes de crédit, les student loans, les prêts hypothécaires, y compris le commercial real estate. La plupart des secteurs sont à des niveaux de taux de défaut qui sont extrêmement faibles, malgré l'énorme crise de confiance qu'on a sur ce segment-là.
Donc, c'est pas ça le sujet. C'est vraiment le passif. Et Crédit Suisse rajoute une couche là-dessus en disant, OK, mais cette complexité qu'on a maintenant au niveau du passif bancaire, il y a Tier 1, Lower Tier 2, des seniors non-preferred, des seniors preferred. Une structure de capital de plus en plus complexe. Structure de dette extrêmement complexe. Est-ce qu'on va vers une crise de complexité, comme on avait la crise de complexité de la titrisation en 2008, ou est-ce que les bilans sont lisibles? Est-ce que les risques sont facilement appréhendés par les régulateurs? Est-ce que ces risques, objectivement, on n'aurait jamais vu venir? On peut pas commencer, on va pas demain critiquer une banque qui a beaucoup de dépôts, qui investit en trésorerie. C'est pas possible. Mais non. Mais pourtant, ce risque-là existait. Et on l'a pas vu venir. Et donc, ces arbitrages vers le monétaire, on l'a pas vu venir parce que SVB passait sous les radars de la réglementation. Jérôme Powell a d'ailleurs dit que la Fed avait commencé à regarder, alors quelques mois avant, sans doute la situation de SVB. Mais j'imagine qu'une grande banque systémique sous régulation BAL 3 peut pas prendre un risque de duration ou un risque de taux non couvert comme SVB l'a fait. Mais regardez les paramètres des stress tests de la Fed. Depuis 2015, on n'a pas stressé un mouvement de taux similaire à ce qu'on a connu en 2022. Donc, les stress tests, on n'a pas stressé 500 points de base. Les stress tests, les paramètres des stress tests, les stress tests sont valides à hauteur des hypothèses que vous faites. Oui. Les banques irlandaises ont toutes passé les stress tests en août 2010. En novembre 2010, elles étaient toutes en faillite. Donc, bien sûr, il faut faire des stress tests. Après, ça dépend vraiment de ce que vous voulez stresser aussi. Et typiquement, on ne stressait pas le type de bank run qu'a subi SVB, c'est impossible. C'était pas dans les modèles. Moi, on m'a raconté quand même post-Lehman, des gens dans les banques américaines, le nombre de semaines qui passaient à stresser les modèles avec des chocs de taux de 1000 points de base, jusqu'à 1000 points de base. On peut les faire en interne. Après, est-ce que le régulateur fait les mêmes? C'est autre chose. C'était la même chose après LTCM, hein, parce que c'est exactement la même histoire. On passe en revue toutes les... Non, mais c'est l'imprévisible qui arrive. C'est le truc qu'on n'avait pas stressé. Non, mais je veux revenir... Je voulais revenir juste sur ce point-là, parce que je trouve que c'était intéressant sur le dépôt. Ouais. Et en fait, il y a quand même une grande différence, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur les fonds monétaires, non seulement vous êtes rémunéré, mais en plus, vous êtes propriétaire du sous-jacent. Même s'il y a la faillite du gérant, même s'il y a la faillite du dépositaire, du teneur de compte, de toute façon, vous êtes propriétaire. Il n'y a pas que du monétaire souverain, hein. Il y a aussi des petites tranches de dette bancaire ou autre après, dans des évidemment, produits monétaires. Il peut y avoir une défaillance d'un émetteur, mais malgré tout, vous allez récupérer votre argent. Alors que quand vous déposez votre argent chez un assureur, dans une banque, bon, vous êtes garanti jusqu'à un certain montant. Ah oui, j'entends. Donc c'est ça aussi, c'est le double effet. Et on a eu, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a exactement les mêmes questions. Moi, je me souviens de clients en 2008, suite au 2008. La crise aussi des années 2010, la crise européenne, c'est toujours la même histoire. Est-ce qu'à la fin, je vais récupérer l'intégralité de ce que j'ai placé ou pas? Je voulais revenir avec vous sur les propos de Delphine tout à l'heure, sur l'idée que cette crise de confiance, cette crise des dépôts bancaires aura sans doute des impacts dans la durée, mais que dans l'immédiat, il y a une situation macro de résilience qui permet peut-être d'envisager qu'on ne soit pas au bord d'une falaise, encore une fois. Alors je crois que Jérôme Powell a évoqué le terme de credit crunch, mais voilà, on a tous en tête qu'un credit crunch à la Lehman, c'est tout s'arrête du jour au lendemain. Comment on évalue, comment on réfléchit à la question de l'impact macro de ce qu'on vient de vivre depuis 15 jours, Gustavo? Alors je dirais, d'abord il y a plusieurs types de credit crunch. Le credit crunch étant le fait qu'il y a un manque de crédit dans l'économie en général. Ça peut être quelque chose qui asphyxie lentement l'économie, qui simplement pèse sur la croissance, etc. Et pas forcément un arrêt, un effondrement généralisé de tout. Parce que 2008 était vraiment d'une violence extrême. Et je crois que là, enfin on ne sait jamais, on peut toujours faire évidemment des... Mais bon, a priori, de manière raisonnable... Personne n'a envie de contempler 2008, à commencer par ceux qui sont aux manettes encore aujourd'hui. Voilà. Par contre, qu'il y ait effectivement une raréfaction du crédit, que les plus faibles souffrent plus, que les commercial real estate qui ont besoin de se refinancer, tous les CMBS, il y a énormément de besoins de financement concentrés dans les prochains trimestres, surtout l'année prochaine. Tout ça, c'est une asphyxie dans l'économie et donc un ralentissement de l'économie. Donc les resserrements des conditions de crédit qui résultent de ce type de situation, effectivement, ralentissent le crédit, ralentissent l'économie, l'activité économique.
Ce qu'il y a en face de ça, c'est ce que nous connaissons depuis déjà plusieurs mois, et on a eu l'occasion de plusieurs fois d'en parler, c'est on est toujours dans le post-Covid quelque part, et l'économie est résiliente d'une manière qu'on a toujours un peu de mal à expliquer, mais l'explication qui semble la plus raisonnable, c'est qu'on est dans ce post-Covid, on voit les services, encore aujourd'hui, les PMI de services rebondissent fort, c'est assez étonnant, vu l'écart entre le manufacturier et les services a peut-être jamais été, enfin moi j'ai rarement vu aussi important. On a l'impression, et même dans le secteur manufacturier, c'est complexe, je pense qu'on est toujours dans le... Vous savez, cet effet bullwhip effect, on est dans des effets de chaîne de valeur. On a, à un moment, tout le monde s'est mis à acheter des stocks, à surstocker, déstocker. Enfin bon, le désordre que ça a mis dans l'économie mondiale a des répercussions qui durent plusieurs trimestres. Et on est encore quelque part là-dedans, peut-être à la fin de ça, mais on est encore en train de subir ça. Ce qui fait qu'il est difficile de savoir s'il y a une résilience profonde de l'économie ou simplement les effets qui restent de cette période de post-Covid. On l'avait déjà dit sur l'inflation. Il y a une partie temporaire dans l'inflation qui part, et effectivement, c'est plutôt confirmé. C'est pareil sur la résilience de l'économie, une partie qui va aussi partir d'elle-même. Et sur tout ça arrive quelque chose qui, quelque part, est un resserrement supplémentaire des conditions monétaires. En plus des hausses de taux de la Fed, il y a aussi cet effet-là. C'est dur de le mesurer aujourd'hui exactement. On va voir dans les prochaines enquêtes sur les octrois de crédit. Mais bon, logiquement, ça participe au ralentissement de l'économie. Mais je suis plutôt d'accord avec l'idée que ce n'est pas un effondrement au prochain trimestre, mais plutôt, si vous pensiez qu'il y avait X% de croissance, eh bien maintenant c'est X moins quelque chose. Mais c'est vrai aussi pour l'inflation. Si vous pensez qu'il y avait X% d'inflation, et oui, maintenant c'est X moins quelque chose. Mais on reboucle avec la situation et le principe de séparation des banques centrales qui semblait quand même le plus pertinent pour les dernières réunions, d'afficher l'idée qu'on veut dissocier au maximum la politique monétaire de la question de la stabilité financière. C'est vrai, mais donc on veut les séparer, mais c'est vrai jusqu'à un certain point. Oui. Ça, à un moment, ça peut reconverger. Bon. Il est assez logique d'imaginer maintenant les banques centrales plus prudentes que ce qu'elles auraient été si tout ça n'était pas arrivé. À quelle vitesse on peut voir le crédit se détériorer aux États-Unis, Axel, sachant que les enquêtes de début d'année montraient déjà au mieux une stagnation, voire un durcissement des conditions de crédit, et on l'évoquait avec un confrère, qui était plutôt un durcissement à mettre sur le compte des grandes banques majeures aux États-Unis, plutôt que du tissu justement des banques régionales. On voyait effectivement des signes de restrictions un petit peu additionnelles. Évidemment, les taux ont un peu remonté, mais quand on regardait les encours prêtés, il n'y avait pas forcément d'inflexion. Ça ne se voyait pas dans la distribution et dans l'octroi de crédit. Ça ne se voit pas tellement dans l'octroi effectif de crédit. Ça se voit par exemple pas dans le montant minimum qui vous est demandé d'être remboursé chaque mois sur votre carte de crédit. Il n'a pas augmenté. Alors que les premiers, si on commençait à stresser un petit peu le consommateur, on verrait ces balances minimum à rembourser augmenter. Ça ne se voit pas. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de banques qui répondaient ça. Je pense que le gros problème pour les États-Unis, c'est peut-être qu'on regarde la mauvaise mesure quand on regarde ça. Parce que ce qu'on paye aujourd'hui, je pense, c'est les années de période de taux très bas qui ont forcé beaucoup d'investisseurs institutionnels, voire même particuliers fortunés, à s'investir dans des fonds non cotés, dans le venture capital. Et en fait, le resserrement qui est à l'œuvre et qui risque d'affaiblir l'économie aujourd'hui, il provient peut-être pas forcément du secteur bancaire en tant que tel. Il provient pas forcément des marchés non plus, vu ce qu'on a émis depuis le début de l'année. Bon, les marchés étaient ouverts, mais vraiment... et donc, c'est cet effet de retour de la partie non cotée qui est en fait la conséquence logique de l'absence de rendement sur les produits classiques pendant des années. On le voit en Europe et je pense que quelque part ce qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être plus similaire à la crise des fonds de pension britanniques où tout d'un coup on s'aperçoit qu'on a des expositions qui n'ont pas de sens et des risques de liquidité induits qui en fait reviennent en feedback, en boucle d'expérience, en boucle et qui créent un stress sur des choses qu'on pensait effectivement, objectivement, relativement résilientes. Et je pense qu'on voit ça aux États-Unis. Et donc, il y a des chiffres assez hallucinants. Le crédit hypothécaire aux États-Unis est distribué pour plus de la moitié par des acteurs non bancaires. Donc, les proportions sont gigantesques. Peut-être qu'en regardant les banques aujourd'hui, on passe à côté de l'origine du shadow banking, ce fameux shadow banking, qui sont les CLO, qui sont les fonds de loan, voilà, tous ces acteurs qui font de la banque sans faire de la banque.
Avec fait, beaucoup des de leviers, hein, parce que là, Avec énormément de c'est des secteurs non réglementés, non régulés, Et- hors marché, bancaires en tout cas, qui Et ont sans accès à la accumulé beaucoup de liquidité de la leviers. Fed. Et sans liquidité. Si je peux rebondir justement Bien sûr, là-dessus. bah oui, vas-y. Ça me fait penser. C'est ce qui nous fait penser aussi que ça sera décalé dans le temps. Par exemple, si on regarde les promoteurs aujourd'hui, ils vont peut-être moins baisser. D'ailleurs, il y a le marché immobilier qui baisse pas tant que ça aux États-Unis. Mhm. Ils vont moins baisser le prix de leur vente de biens. Par contre, ils vont faire du discount sur les taux. C'est-à-dire qu'alors que le taux mortgage à 25 ans, 30 ans est plutôt à 7, ils vont faire la technique du 3-2-1. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, pas du tout. Donc en fait, je vous fais moins 3% tout de suite. Ouais. Donc vous payez 4% la première année, Ouais. 5% la deuxième. Ok. 6% la troisième, et après vous payez Rythme de 6% croisière pour le reste. pendant 25 ans. D'accord. Et en fait, ce que dit le particulier, il se dit de toute façon, dans 3 ans, les taux seront plus bas. Donc je renégocierai. Et Et c'est ce qui fait que probablement, là où il y a peut-être un risque, c'est que si demain, c'est plutôt après-demain, donc dans un an ou deux, les taux sont vraiment restent hauts, les gens qui ont pris des taux bas aujourd'hui, qui vont se retrouver, et là, on n'est plus sur les 10% de variables, on est beaucoup plus, parce que c'est du faux fixe, là, il y a un vrai risque. Donc c'est pour ça que je dis encore une fois, il y a plein de petits éléments quand même qui nous montrent sur l'économie américaine qu'on pourrait être impacté beaucoup plus tard qu'on ne le pense. Je veux bien qu'on redise un mot de la situation en Europe, qui est d'ailleurs un peu l'actualité chaude du jour. Bon, alors, après Crédit Suisse, Deutsche Bank, et donc quoi demain, Commerz, Société... Enfin, je veux dire, comment on sort de ce phénomène de contagion qu'on observe en Europe, dont on comprend qu'il n'est pas du tout lié à SVB ou au problème des banques régionales américaines, mais qui est quand même là aujourd'hui sous nos yeux. C'est toujours comme d'habitude là. C'est une logique qui va s'épuiser, qui est amenée à s'épuiser. C'est une logique qui est amenée au contraire à gagner en traction. Là, ce qui est gagnant dans cette histoire-là, c'est la coordination des banques, les actions des banques centrales. C'est une coordination des banques centrales et aussi à communiquer qu'elles seront là pour aider le secteur financier. Probablement, alors moins qu'on trouve encore une fois un cadavre dans le placard, ce qui n'est pas le cas actuellement encore, eh bien, ça devrait se tasser. Encore une fois, je pense que ce qui s'est passé avec SVB est qu'une alerte. C'est une alerte. Il faut s'habituer. Vous êtes en train de nous dire des épiphénomènes de stress comme ça, Voilà. des poches de stress, on va en avoir. On sait que ça va venir. On sait que forcément ça va créer. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va déstabiliser probablement à un moment donné l'économie. Mais ça vient pas du secteur bancaire. Enfin, ça viendra probablement pas du secteur bancaire. C'est une cause induite. Je voudrais juste reprendre un exemple qui je trouve hyper marquant, qui me fait penser, moi, la SVB me fait vraiment penser à Northern Rock. Je sais pas si ça... Ah bah oui, automne 2007, bien sûr. Et vous savez pourquoi elle a fait faillite, Northern Rock? Pourquoi il y a le bank run? Je me souviens du bank run, oui, non? C'était quoi le déclic, le trigger? C'était qu'une crise de confiance. Parce qu'à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle n'était pas mal en point dans un rock du tout. Hein. C'est juste que, comme les banques ne se faisaient plus Ah oui, confiance... sur le marché interbancaire, c'était déjà gelé, mais bien sûr. Là, donc, qu'est-ce qu'avaient fait Bien les sûr. banques centrales? Elles avaient dit, guichet ouvert, vous venez, guichet limité, vous me venez voir. Et tout. oui. Et Donc, celle qui venait prendre, elle était stigmatisée. Alors oui et non. Le problème, parce qu'il y avait quand même les Barclays, les HSBC qui étaient... et en fait, Northern Rock s'est retrouvé numéro 1 sur la liste de la BOE à demander de l'argent. Pourquoi? Parce que la BOE déclarait officiellement qui venait chercher de l'argent et combien il demandait, alors que la BCE ne le faisait pas. Et dès qu'on avait une banque avec... Mais oui, stigmatisation. Voilà, donc les banques qui avaient des filiales en Europe, HSBC, les plus grandes, partaient sur la finalement, BCE. elles sont parties sur la BCE. Et puis tout de suite, on a vu, et on s'est dit, Northern Rock, il y a un truc, il y a un problème. Bank run, les files d'attente, et finalement, faillite. Voilà. Donc c'est exactement, je trouve que c'est vraiment... Et c'était quand? Vous savez quand est-ce que c'était? Automne 2007, oui. Voilà, automne 2007. Oui, un an avant... 6 mois avant Berkshire et 6 mois avant Lehman. Et un an avant Lehman. Donc je pense sincèrement que c'est juste... Encore une fois, un épiphénomène qui nous montre. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux signaux faibles. Parce que c'est ces signaux faibles qui vont nous montrer, finalement, s'il doit y avoir une déstabilisation, où est-ce qu'elle sera. Qu'est-ce qui a changé dans la logique d'investissement, dans les portefeuilles ces 15 derniers jours, Gustavo? Je pensais être moins angoissé en venant, mais alors finalement, si on parle de Northern Rock... Ouais, on a refait peu toute l'histoire des crises financières. Non, mais l'idée étant de dire aussi que cette crise a forcément des caractéristiques différentes des autres. Parce que ça rappelle deux choses. Les banques sont fragiles et en plus, ils ont une relation incestueuse avec l'État et en général et avec le... et ça, on les retrouve à chaque fois, effectivement, dans les traités. Et aujourd'hui encore. Et aujourd'hui encore. Aucune promesse n'est vraiment possible. À chaque fois, la relation avec l'État... La malédiction des banques. Et donc, les gouvernements doivent intervenir
parce que personne n'est suffisamment gros à la fin pour soutenir des géants avec des bilans aussi gros. C'est un des problèmes de la Suisse d'ailleurs aussi, et qui explique comment ils ont eu peur et la précipitation du week-end. C'est que tout ça, c'est gros par rapport à la Suisse elle-même. Là, c'est encore plus gros. Là, c'est 3-4 fois le PIB de la Suisse maintenant, UBS plus Crédit Suisse. On n'a pas réglé le sujet systémique pour la Suisse, loin de là. C'était aussi un des problèmes du Royaume-Uni aussi. Quand on a des très grosses banques comme ça, évidemment, on commence à avoir des sueurs froides dans cette relation avec l'État. En tout cas, forcément, pour ce qui est des marchés et des portefeuilles et des stratégies, très honnêtement, on était déjà un peu plus prudent depuis un certain temps. On n'est pas du tout envie de déployer maintenant beaucoup de risques, même s'il y a sans doute des opportunités, bien sûr. Je pense quand même que le marché survivra, et que l'économie aussi, il ne faut pas exagérer. Mais forcément, à très court terme, il faut déjà essayer de comprendre dans cet énorme désordre le moment où tout ça va se calmer et que cette confiance va revenir. Est-ce que ça va nécessiter une baisse de taux? Certains le disent, que tout ça ne peut pas se calmer avant qu'une banque centrale baisse au moins une fois ses taux. Je ne sais pas. Très honnêtement, c'est difficile à dire. Les régulateurs n'arrêtent pas de crier partout que les banques sont solides, mais c'est ça les bank runs. On a peur et donc on peut raisonner à l'infini. La confiance, ça ne se décrète pas. D'ailleurs, c'était les derniers prix Nobel d'économie, c'était entre autres Bernanke et d'autres sur les modèles de bank run. C'est pour ça qu'on avait créé les garanties de dépôt, mais le problème, c'est que ça ne suffit pas forcément. Même les $250 000, c'était pas assez. Et quand on a peur, peu importe, vous savez, que ce soit fondé ou pas fondé, ça n'a aucune importance. Vous arrêtez de... Ça ne change rien à la fin de la journée. Et ce qui va se passer, c'est ça. Tous les gérants, comme nous ou d'autres, vont commencer à regarder leur portefeuille, vont dire, on va arrêter de rôler aussi des papiers sur des banques. Voilà. Et puis c'est ça un bank run. Comment on gère la situation du point de vue des stratégies d'investissement, Axel, entre un moment qui est compliqué, une route qui est beaucoup moins sèche, effectivement, qui appelle tout le monde à la prudence, et en même temps l'idée qu'on est peut-être encore à un moment où la situation est gérable, voire rattrapable, peut-être que dans un mois ou un mois et demi, les choses se seront suffisamment calmées pour reprendre le cours des choses un peu plus normalement, ou pas. J'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a aussi des risques alternatifs qu'il faut prendre en compte, considérer aujourd'hui. C'est pas évident. Moi, j'ai tendance à penser que si ça devait se dégrader, ça va se dégrader très vite à partir de maintenant. D'accord. Donc, on aura effectivement cette période des 3 mois à venir qui sera peut-être un petit peu compliquée, chahutée. Il y a des choses qui sont totalement anormales sur les marchés et qui vont devoir un petit peu rentrer dans l'ordre. Quand on regarde la volatilité relative des taux et des actions, on ne la comprend pas. Quand on regarde la résilience très forte des spreads souverains, y compris émergents, c'est quelque chose qui nous interpelle et qui, justement, quelque part, la diversification joue bien. Il y a certaines choses qui tiennent très, très bien. On est étonné de voir le VIX ou les mesures de volatilité implicite qui sont relativement calmes, même au pire du stress. Alors, on est à 30, on est allé à 30, quoi. C'est ça, 50 sur les bancaires, mais on peut le comprendre, mais en tout cas pas 50 sur l'ensemble du marché. Donc il y a comme ça des choses qui sont assez, qui nous interpellent. L'effondrement des CMBS, au bout d'un moment, tout a un prix. Quand vous avez du risque triple B à 900 points de base, ça vous dit que pas de défaut, des valeurs d'actifs qui probablement doivent être revues, etc. Un risque de refinancement important, mais on va mettre un prix sur ces choses-là. Aujourd'hui, on refuse d'en mettre. Et donc, c'est des choses qui vont comme ça un petit peu rentrer dans l'ordre. On est encore à la découverte des prix, quoi. On en découvre un peu tous les jours sur les prix, effectivement. Et donc, il y a comme ça, je pense, pas mal d'opportunités qui proviennent du fait qu'on a des choses qui marchent à l'envers. La volatilité du chat, ça n'a aucun sens. Les marchés bougent le chat, c'est le 2 ans allemand, bougent de 25 points de base tous les jours. Donc ça ne peut pas tenir comme ça. Donc il y a des choses qui vont devoir se normaliser. La volatilité invisible dans le VIX, elle est très très visible sur les options à échéance journalière qui sont le terrain de jeu maintenant d'un peu tout le monde. C'est des choses qui vont devoir un petit peu se normaliser dans le fonctionnement même des marchés. Il y a aussi beaucoup d'écarts de valorisation qu'on peut ne pas comprendre. On n'est pas dans un fonctionnement soutenable, en tout cas en matière de régime. C'est vrai que quand on ne connaît pas le 2 ans américain ou allemand à 50 ou 25 points de base près chaque jour, c'est un peu gênant quand même. Pour conclure avec vous, rapidement Delphine, parce qu'on a écoulé le temps, mais je vous ai senti peut-être la moins...
Négative Oui, non, clairement. j'en sais rien, la moins prudente. Alors, historiquement, enfin, ça commence à faire un bout de temps que je suis sur les marchés, je pense que c'est une opportunité. Donc là, dès qu'il y a la volatilité qui monte, il faut en profiter. Et donc là, ce qu'on a fait, nous, on est plutôt en train de se renforcer sur les banques, clairement, aujourd'hui, mais on va plutôt vendre des puts. D'accord. En se renforçant sur les banques. Donc la volatilité remonte, on se remet à l'achat sur 10% en dessous, et sinon on encaissera la prime qui est très très confortable aujourd'hui. On revient sur les États-Unis, clairement. Voilà, et je pense qu'il y a des opportunités aussi sur le secteur, on n'en parle pas, mais sur le secteur d'immobilier, parce que le secteur immobilier coté, il a moins 50%. Ah oui, lui, il a directé violemment. Ouais. Très cher. Donc est-ce que vraiment ça reflète... Donc je pense qu'il y a vraiment des opportunités. Alors, on achète de toute façon jamais au plus bas. Jamais. Et si on veut plus d'incertitude, de toute façon, c'est là qu'il n'y a plus d'opportunités. Donc, il faut profiter des incertitudes pour regarder le rationnel du marché et se repositionner. Donc, c'est notre vue. C'est un moment d'opportunité. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Delphine Di Pizzotigé, Indo-Suez Wealth Management, Axel Bott, Ostrom Asset Management et Gustavo Ronstein, Dorval Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés de crédit et des marchés obligataires, avec des risques qui sont remontés à la surface ces dernières semaines et ces derniers mois. Nous en parlons avec Michael Israël, cofondateur d'Iveo Capital Partners. Bonsoir et bienvenue Michael. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Iveo Capital Partners, je le rappelle, à chaque fois spécialiste de l'investissement obligataire dans les dettes d'entreprises des pays émergents. On parlera des émergents avec vous, Michael, mais de cette expertise Iveo Capital, j'aimerais bien avoir votre lecture de ce qui s'est passé en Suisse le week-end dernier, parce que c'est quand même pas anodin d'effacer 16 milliards de valeurs obligataires, certes sur des souches hybrides, juniors, etc. D'autant qu'il y a la question de savoir est-ce que les equity auraient dû être mis à zéro avant les porteurs obligataires, etc. Tout ça pour dire que quand même ce qui s'est passé en Suisse avec la résolution Crédit Suisse, bien sûr, crée une forme de précédent dans une zone économique européenne, j'intègre la Suisse de ce point de vue-là à l'Europe, où les investisseurs n'avaient peut-être pas en tête que ce genre de risque pouvait se matérialiser, en tout cas à ce point. C'est vrai que qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si c'était arrivé dans un pays émergent, qu'un État décide de faire sa propre réglementation comme ça subitement. Ouais. Mais si, qu'est-ce qu'on aurait dit, Michael ? Je pense que ça. Qu'est-ce qu'on aurait dit ? On aurait dit, voilà, comme toujours, l'épouvantail dans les émergents, les lois, les règlements changent, et on aurait vu sûrement d'ailleurs peut-être un peu de tension sur le spread souverain du pays en question qui respecterait pas forcément au pied de la lettre. C'est comme ça. De toute façon, il y a l'épouvantail dans les émergents, donc il faut faire avec, et ça donne aussi beaucoup d'opportunités. Mais alors pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé précisément sur l'affaire Crédit Suisse, moi ce que je trouve qui est très intéressant, c'est que pour le monde obligataire, si on décompose un peu les différents risques, depuis quelques années, comme il n'y avait pas de rendement, toujours ce fameux TINA, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des gens qui se sont beaucoup déplacés sur la duration, qui ont accepté, pour avoir un peu plus de rendement, d'allonger les durations, et on a vu des choses qui paraissaient pour tout le monde complètement aberrantes, des émissions obligataires à moins de 1% de coupon sur 10, 15 ans, 20 ans, et qui étaient sursouscrites. Il faut se souvenir du 100 ans autrichien en la matière. Exactement, c'était à se demander, mais qui achète ces papiers-là ? Et puis, donc, il y a eu première digue qui a craqué l'an passé, c'est la digue de la duration. Tous ceux qui étaient investis dans le monde de l'asset management et qui étaient sur de la mark-to-market, ils ont vu la douleur de la duration l'an passé. Aujourd'hui, on le voit toujours avec la SVB, etc. Mais cette fois-ci, carrément sur des impacts sur des bilans de banques. Il y a eu l'histoire aussi en Italie, on en parle beaucoup moins, mais il y a un assureur vie. Oui, j'ai vu. Ouais. Voilà, donc on va dire qu'il y a eu des craquellement, je ne sais pas si on peut dire ça. Oui, des craquements, craquellement. Voilà, sur les sujets de duration. Et puis là, avec l'histoire du Crédit Suisse, on rentre dans un autre sujet qui a été aussi un sujet qui s'est beaucoup développé sur les 10 dernières années, c'est-à-dire si vous voulez du rendement
abaisser, bouger dans la structure du capital, aller sur de la subordination, au motif qu'on pouvait avoir du rendement, au motif en plus qu'il y avait les bons ratings, etc., etc. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que quand on se subordonne, évidemment, de toute façon, quand il y a des problèmes, et notamment sur le secteur financier, ça va assez vite. Et donc, on est là pour ça d'ailleurs. Si on est subordonné, on est là pour prendre une partie des pertes. Donc on se rend compte que ça existe, ce risque-là existe. Il reste une dernière digue qui a tenu, et c'est la digue du crédit, du leverage, de l'endettement. C'est-à-dire que depuis 10 ans aussi, on raconte les mêmes histoires et on dit c'est pas grave, les sociétés elles sont de plus en plus endettées, mais c'est pas grave, il faut quand même leur prêter, il faut quand même accepter des rendements plus faibles. Et on n'a pas eu encore le choc du crédit. C'est-à-dire sur les sociétés endettées, on n'a pas eu encore le pic des défauts, etc. Les défauts sont au plus bas, toujours. Ils sont plutôt... Mais dans le marché, on parlait là aujourd'hui, c'était l'exemple, et je le cite parce que c'est un usual suspect habituel, Rallye Casino. Enfin, on voit déjà un nouveau retour de stress sur des situations de levier connues de toute la place et qui n'ont pas vraiment évolué finalement ces dernières années. Oui, alors et là vous parlez d'un dossier qui est déjà dans le marché depuis un certain temps, ce qui reste à voir maintenant, c'est s'il y a vraiment un ralentissement de l'économie. Leverage et ralentissement de l'économie, ça ne fait pas bon ménage. Donc on va bien voir si cette digue-là tient ou pas. Oui, bien sûr. La frontière des risques est encore devant nous de ce point de vue-là. En tout cas, sur le crédit, il reste encore ce sujet aussi. Pourquoi pas ? Enfin, il va falloir aller le challenger, surtout si le cycle économique se retourne ou si les banques centrales n'ont pas la possibilité de redevenir très accommodantes. On va dire qu'elles peuvent peut-être se calmer. Mais c'est pas dit non plus qu'elle puisse redevenir très accommodante. Donc, à voir sur les sociétés endettées. Je reviens juste sur l'affaire suisse, pour profiter de votre expertise en la matière, Mickaël. Ce qui s'est passé, et je ne rentre pas dans les débats juridiques, légaux, réglementaires, qui vont durer des années, avec des procès qui vont sans doute s'étendre longtemps devant nous, mais du point de vue du marché, entre guillemets, le mal est fait. D'avoir rincé les créditeurs, créanciers, même les plus juniors dans la structure, avant d'avoir complètement mis à zéro les equity, même s'ils ramassent quand même des fractions très, très émiettées, pour dire les choses. Est-ce que ça veut dire que le marché des hybrides, des coco-bonds, des AT1 bancaires, c'est un marché qui est mort aujourd'hui, du point de vue d'un investisseur ou d'un émetteur, d'ailleurs? Alors, il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés sur ce segment-là, etc. Ceci dit, on en a quand même, nous, dans notre gisement aussi. Et, donc il y en a dans les émergents aussi. Oui, il y en a bien sûr dans les émergents aussi. Il y a des grandes banques avec des émissions et des souches assez importantes sur des subordonnés, AT1, des cocos. Enfin. Et moi, ce que je dis, de toute façon, s'il n'y avait pas eu même ces 3 milliards de valorisation pour l'equity, de toute façon, ça valait zéro. Oui, même en mettant les equity à zéro, c'est pas sûr, ils n'auraient pas récupéré grand-chose, voire rien du tout de leur... C'est pas dit que ça aurait valu 3 milliards non plus. C'est parce qu'on a arrêté les compteurs à 3 milliards sur l'equity pour des raisons dont on ne sait même pas très bien d'ailleurs comment on a arrêté ce chiffre, on pourrait se dire par transitivité que normalement, il y aurait dû y avoir zéro à l'equity et 3 milliards ici, si d'aventure il y a encore 3 milliards de valeur. Bon. Là où le marché peut être quand même un peu fermé, c'est que si ces banques aujourd'hui, ou si le secteur bancaire dans l'ensemble voulait aller se refinancer, réémettre ce genre d'instrument, il va falloir payer assez cher. D'ailleurs, ça pose une difficulté, je pense, pour ces obliques qui sont actuellement en portefeuille, c'est qu'elles étaient quand même pour beaucoup pricées au call. Mais bien sûr. Tant en rendement qu'en maturité, on les retrouve dans des portefeuilles à échéance. Le consensus de marché sur ces perpétuelles, comme on dit, c'était qu'elles étaient rappelées de toute façon quasiment la plupart du temps ou tout le temps. Exactement. Et que donc du coup on pouvait les valoriser à la date de rappel. Oui. Et les considérer en échéance comme si elles n'étaient pas des instruments perpétuels mais des instruments avec une date, un horizon. Ça, c'est la double peine parce que ça veut dire que probablement elles ne seront pas collées. En tout cas, on va voir comment le marché se développe. Et ça a commencé, je voyais un petit établissement bancaire dont je ne retrouverai absolument pas le nom hier, qui a déjà annoncé qu'il skippait, qui passait le rappel et qui ne refinancerait pas l'AT1 en question. Rationnel économique. Ah bah bien sûr. Bon, à suivre sur ce marché spécifique des AT1.
En contrepoint de ce qu'on décrit dans la situation européenne, voire américaine, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la manière dont les choses se développent dans les émergents aujourd'hui? Donc votre univers d'expertise et d'investissement, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation des émetteurs que vous suivez dans la sphère émergente aujourd'hui par rapport à ce qu'on vient de décrire? Alors sur les émetteurs émergents, il y a ce sujet qui, j'espère en tout cas, va faire la différence plus significativement qu'il ne l'a fait. Je vous ai souvent répété que la caractéristique principale des entreprises émergentes qui émettent sur les marchés internationaux, c'est qu'elles sont nettement moins endettées. C'est-à-dire pour accéder au marché, elles arrivent avec des profils de crédit qui n'ont rien à voir avec leurs consoeurs des pays développés. Et non seulement elles sont moins endettées, mais en plus elles payent plus. Ça a une importance parce que ça veut dire aussi que votre coussin de sécurité, dans un cas où il y aurait des défauts qui repartent à la hausse, il est plus important. Depuis 10 ans, ça n'a pas vraiment fait la différence. Les taux de défaut en Europe, où les sociétés sont beaucoup plus leveragées, il n'y a pas eu vraiment d'impact. Mais si on passe dans ce retournement de cycle et ce changement de paradigme, on pense quand même que de ne pas être leveragé, ça a beaucoup de valeur, de ne pas être endetté, de ne pas avoir des bilans endettés. Et puis ensuite, l'autre point, c'est qu'on réfléchissait à se dire, mais finalement, est-ce qu'il y a un resserrement monétaire? Il y a un resserrement monétaire américain. Généralement, c'est très mauvais pour les émergents dans les raisonnements rapides, habituels, de flux. Et finalement, si vous regardez, là, le resserrement, il a été un des plus violents de l'histoire. Ouais. Et il n'y a pas eu de bain de sang sur les émergents. Tant sur le souverain, il y a toujours des contre-exemples. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas 2-3 pays qui ont tilté un peu. Mais dans l'ensemble, on a vu que le monde a changé. Les émergents sont beaucoup moins dépendants au dollar. Donc ce resserrement monétaire dollar a fait moins mal. Et puis, au fond, ce n'est pas les émergents qui ont le plus profité des 10 ans de quantitative easing. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, les émergents, ils ont eu plein d'autres... Les émergents, ils ont bénéficié des 30 ans voire 50 ans de mondialisation, mais pas de cette injection de monnaie. Ils en ont bénéficié de manière générale comme tous les actifs, mais ce ne sont pas les principaux. Ce n'est pas là où il y a une bulle. Ça n'a pas été le déterminant je crois pas qu'il y ait dominant. Une bulle liée à l'injection de liquidité qui aujourd'hui on est en train de la retirer et donc elle doit se dégonfler. Ce n'est pas là-dessus où elle a été la plus marquée. Même si effectivement la question de la liquidité et de la liquidité en dollars, elle se pose peut-être à partir de maintenant pour certains souverains, pour certaines entreprises aussi. On voit bien quand même les délais, les effets d'inertie que la hausse des taux américaines foudroyante en 2022 a mis un peu de temps à rentrer dans les esprits, à se matérialiser. Et voilà, avec les événements qu'on a pu suivre ces 15 derniers jours, on comprend que c'est quand même maintenant qu'il y a peut-être un risque de stress. C'est vrai. Alors si on prend l'exemple des entreprises, c'est peut-être maintenant qu'on va voir le ralentissement économique. On est peut-être en récession sans le savoir. Vous avez entendu 1000 fois ça, plus que moi d'ailleurs. On va peut-être le voir, mais c'est là où la notion de l'endettement, je reviens dessus, excusez-moi, va tout changer. Parce qu'encore une fois, si vous avez maintenant, on se rend compte qu'effectivement la donne a changé, eh bien ce sera gérable pour tout actif qui est peu endetté. Même un État, donc un État qui est peu endetté en dollars, même si les taux continuaient à monter parce qu'on n'arrive pas à juguler l'inflation américaine, etc., et que la liquidité se retire, qu'on arrive à calmer, parce que ça, je pense ils feront tout, de toute façon, pour calmer le risque, l'inquiétude financière. En tout cas sur le niveau qu'il faut. Après, je n'ai pas dit que sur les tier 1 et tout ça, ils vont tout sauver. Mais le niveau qui est nécessaire pour que l'économie fonctionne, et après, ceux qui étaient supposés prendre des pertes, ils doivent les prendre. Je pense que le levier va tout changer. Ce sera plus facile quand vous n'êtes pas endetté. Bon, on entre dans une nouvelle étape, une nouvelle séquence. Après le sprint, les hausses de taux foudroyantes, les effets arrivent aujourd'hui dans le système financier et peut-être demain dans l'économie réelle. Le levier étant un point de vigilance majeur pour les investisseurs. Merci beaucoup, Michael. Michael Israël, cofondateur d'Iveo Capital Partners, qui est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique ce soir dans Smart Bourse, qui nous permet ainsi de conclure cette semaine. Bon week-end. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.